Il y a 22 personnes sur ce terrain, aucune ne court au hasard. Toutes ont un travail précis. Et si tu as déjà regardé un match de foot en te demandant ce que tout ce monde fabrique, cette vidéo est faite pour toi. Le football n'est pas compliqué, on ne te l'a juste jamais bien expliqué. Ce qui ressemble à du chaos organisé est en réalité un système tellement précis que si un seul joueur passe 10 minutes dans la lune, toute l'équipe peut s'écrouler. On va régler ça aujourd'hui, chaque poste, ce qu'il fait vraiment, pourquoi il existe et pourquoi la plupart d'entre eux ne ressemblent plus à rien à ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Bienvenue dans le football, on commence par la seule personne autorisée à toucher le ballon avec les mains, parce qu'apparemment une règle suffisait à transformer complètement leur façon de jouer. Avant d'entrer dans les détails, voilà la vue d'ensemble. 11 joueurs par équipe, 4 lignes, le gardien au fond, puis les défenseurs, les milieux et les attaquants tout en haut. Sur le papier, c'est un système propre et logique. En pratique, c'est plutôt comme un concert de jazz où tout le monde connaît la mélodie, mais personne ne la joue exactement pareil. La formation que tu vois avant le coup d'envoi, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, c'est une position de départ, pas un contrat à vie. Dès que le sifflet retentit, tout commence à bouger, garde ça en tête. Le gardien se tient entre deux poteaux espacés de 7,32 mètres haut de 2,44 mètres. Une mission, empêcher le ballon d'entrer. Simple en théorie, sauf que la fiche de poste a été discrètement réécrite ces 20 dernières années. Pendant la majeure partie de l'histoire du football, le gardien était la personne la plus calme de la soirée. Il restait sur sa ligne, regardait l'action se dérouler à l'autre bout et plongeait de temps en temps de façon spectaculaire pour rappeler à tout le monde qu'il existait. Puis Manuel Neuer au Bayern Munich a décidé qu'attendre était profondément ennuyeux. Il a commencé à patrouiller l'espace devant sa défense comme s'il en était propriétaire, interceptant les ballons dans la profondeur, relançant les attaques, se comportant moins comme un gardien que comme un 11e joueur de champ qui portait des gants par choix personnel. Le monde du football a inventé un terme pour ça, le sweeper keeper. Et soudainement, tous les entraîneurs de gardiens d'Europe se sont mis à enseigner à leurs protégés comment jouer vraiment au football, pas juste comment attraper des choses. Aujourd'hui, un gardien de haut niveau qui ne sait pas relancer sous pression est un boulet. Le poste est passé de reste immobile et réagit à soit la première passe de chaque attaque. Tout ça grâce à un Allemand qui trouvait rester sur sa ligne insuffisamment stimulant. Devant le gardien, tu trouves les défenseurs centraux, en général deux. Leur travail, empêcher l'adversaire de marquer, ce qui semble simple jusqu'à ce que tu réalises que ça implique de lire le jeu plusieurs coups à l'avance, de gagner des duels aériens contre des gens bâtis comme des armoires normandes, et de rester calme pendant que tout le monde autour s'affole. L'idée reçue, les meilleurs défenseurs font le plus de tacles. Faux. Les meilleurs en font très peu, parce qu'ils se sont si bien placés que l'attaquant n'a jamais réussi à les approcher. Virgil van Dijk à Liverpool en était l'exemple parfait. À son meilleur niveau, il traversait les matchs sans sembler forcer. Les attaquants lui fonçaient dessus, il réfléchissait à 2 fois et faisait un demi-tour. Il gagnait ses duels en décourageant les gens d'essayer. Défenseur central, c'est le poste où il ne s'est rien passé dans son couloir et le meilleur rapport de match qu'on puisse écrire sur toi. De chaque côté des défenseurs centraux se trouvaient les latéraux. Latéral gauche à gauche, latéral droit à droite. Et pendant la majeure partie de l'histoire du football, c'était les postes que les jeunes joueurs ambitieux évitaient soigneusement. Le latéral traditionnel avait une consigne, ne laisse personne passer dans ton dos sur ton couloir. Pas de créativité demandée, pas de gloire à espérer. Le latéral, c'était l'équivalent footballistique du vigile. Indispensable, apprécié de personne et rarement invité dans les compilations de highlights. Puis Pep Guardiola a mis la main sur le poste et l'a retourné comme une chaussette. À Barcelone, puis à Manchester City, ces latéraux rentrèrent dans l'axe pendant les phases de possession, créant un joueur supplémentaire au milieu du terrain et semant une confusion totale dans le camp adverse. Des joueurs comme Dani Alves, Philippe Lam et João Cancelo n'ont pas juste redéfini le poste, ils en ont fait l'un des rôles les plus fascinants du sport. Un latéral moderne parcourt entre 12 et 13 km par match, participe aux attaques, défend sur son couloir et doit parfois jouer comme milieu. La fiche de poste se résume maintenant à « fais tout s'il te plaît ». Plus personne n'ignore le latéral. Voici le poste le plus sous-estimé du football, le milieu défensif. Aussi appelé numéro 6, sentinelle ou ce joueur qui fait énormément mais dont personne ne parle jamais. Le numéro 6 occupe l'espace entre la défense et le milieu. Il coupe les passes avant que les attaques se développent, récupère le ballon quand l'équipe le perd et décide du tempo de tout le match. Sans lui, la structure s'effondre. Pense-y comme ça. Si le football était un bâtiment, le numéro 6, c'est les fondations. Personne ne photographie les fondations. Personne n'écrit de poèmes sur les fondations. Mais enlève-les et tout s'écroule. Sergio Busquets a passé 15 ans à être le joueur le plus important de l'ère la plus victorieuse du Barça. Et environ 12 personnes savaient expliquer ce qu'il faisait exactement. La formule des recruteurs ? Regarde le match sans Busquets, tu vois une équipe normale. Regarde Busquets sans le match, tu comprends le football. Le numéro 6, c'est le poste pour les gens totalement à l'aise avec l'idée de ne jamais recevoir de crédit, des gens rares. Au-dessus du 6, tu trouves les milieux centraux, les numéros 8, les moteurs de l'équipe. Ceux qui couvrent du terrain, enchaînent les passes, arrivent en retard dans la surface pour marquer, reviennent défendre et trouvent d'une façon ou d'une autre l'énergie de recommencer 70 secondes plus tard.
Le numéro 8 demande d'être vraiment bon dans tous les domaines. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se spécialiser. Kevin De Bruyne expédiait des passes de 60 mètres et marquait de l'extérieur de la surface. N'Golo Kanté couvrait des distances qui inquiétaient les spécialistes en médecine sportive. Luka Modric pouvait ralentir un match entier à son tempo d'une seule touche. Même poste, profil totalement différent, le football a cet humour-là. Pendant des décennies, le numéro 10 était le poste le plus romantique du football, le meneur de jeu, l'artiste, celui qui voyait des passes qui n'existaient que dans son imagination, jusqu'à ce qu'il les joue. Pelé le portait, Maradona aussi, Zidane, Ronaldinho, Del Piero. Le numéro 10 évoluait dans le trou, l'espace entre le milieu et la défense adverse, et il transformait cet espace en scène de théâtre. Le problème, c'est que le football moderne a fermé cette scène. Les équipes pressent aujourd'hui si agressivement que l'espace où un numéro 10 classique s'épanouissait n'existe tout simplement plus. Un joueur qui veut flotter en attendant le bon moment est désormais un passager, et les clubs ne payent pas pour des passagers. Les joueurs qui portent le 10 aujourd'hui, Jude Bellingham en est l'exemple parfait, font le travail d'un créateur et d'un soldat en même temps. Le luxe a été taxé, le pur numéro 10 est presque éteint, le football lui manque, le football n'a pas non plus les moyens de se le payer, c'est la vie. Sur les côtés, tu trouves les ailiers. Leur mission est tirer la défense adverse horizontalement, parce qu'une défense qu'on tire sur les côtés crée de l'espace dans l'axe. Et l'espace dans l'axe, c'est là que les buts se fabriquent. L'ailier traditionnel, c'était simple. Joue de ton côté naturel, dribble ton défenseur, centre dans la surface. Logique, prévisible et de plus en plus obsolète. L'ailier moderne renverse complètement cette logique. Les meilleures équipes alignent leurs ailiers dans le couloir opposé à leur pied fort. Pourquoi ? Parce qu'en rentrant dans l'axe, il peut tirer. Et tirer, c'est nettement plus dangereux que centrer. Mohamed Salah a construit l'une des plus grandes carrières de la Première Ligue sur ce principe. Arjen Robben rentrait dans l'axe sur son pied gauche si systématiquement que les défenseurs savaient exactement ce qui allait arriver et ne pouvaient quand même pas l'en empêcher. L'ailier inversé n'a pas juste changé un poste, il a changé la façon dont les défenses sont construites. Tout en haut de la formation, l'avant-centre, le numéro 9, celui dont le travail est de marquer des buts et dont la carrière entière se résume à savoir s'il le fait. Un milieu peut passer un match discret, personne ne s'en rend compte. Un attaquant qui ne marque pas devra répondre aux questions en conférence de presse. Robert Lewandowski a inscrit plus de 600 buts en carrière, essentiellement en étant au bon endroit au bon moment. Erling Haaland peut être invisible pendant 4,29 minutes, puis marqué sur la seule seconde où la défense a perdu sa concentration. Ce n'est pas de la chance, c'est un talent très précis et franchement terrifiant. L'avant-centre n'a pas besoin de 10 occasions, il en a besoin d'une, et il a déjà décidé quoi faire avant qu'elle n'arrive. Et puis, il y a le rôle qui a provoqué une panique tactique sincère dans tout le football européen, le faux neuf. Au lieu de placer ton attaquant en haut du terrain, là où un attaquant est censé être, tu le fais décrocher dans l'entrejeu. Les défenseurs centraux adverses se retrouvent face à un problème. Est-ce qu'on suit dans l'entrejeu ou on reste en place ? S'ils suivent, ils laissent un gouffre béant derrière eux. S'ils restent, l'attaquant a tout son temps. Il n'y a pas de bonne réponse. Guardiola a utilisé cette arme contre le Real Madrid en 2009 avec Messi en faux neuf. Barcelone a gagné 6-2. L'espace où l'attaquant était censé être était complètement vide, et personne ne savait quoi en faire. Le faux neuf n'est pas vraiment un poste, c'est un argument philosophique. Le mouvement le plus dangereux de l'attaquant, c'est de ne pas être là où on l'attend. Voilà ce qu'il faut retenir sur les formations. Les chiffres sur le graphique avant le coup d'envoi, c'est un point de départ, pas une promesse. Le 4-3-3 que tu vois à l'écran dure environ 30 secondes une fois que le vrai football commence. Les latéraux montent dans l'entrejeu, les milieux dérivent sur les côtés, les attaquants décrochent, les ailiers rentrent dans l'axe, le dispositif respire et se transforme en permanence pendant 90 minutes. Ce qui ressemblait à 22 personnes qui courent dans tous les sens est en réalité un système précisément chorégraphié, qui demande à chaque joueur de connaître non seulement son propre rôle, mais aussi les rôles des 10 personnes qui l'entourent. Tu as maintenant le vocabulaire. La prochaine fois que tu regardes un match, tu ne regardes plus des joueurs. Tu regardes un système, et si le système s'effondre dès la 20e minute et que quelqu'un prend un but ridicule, au moins tu sauras exactement de qui c'est la faute.